638e journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Une fois n'est pas coutume, dans une même phrase, votre nom, Jean-Marie Le Pen, et le mot relax. Ça n'arrive pas tous les jours. C'était dans l'affaire dite de La Fournée. Un commentaire? Oui, écoutez, je n'ai pas encore reçu le dispositif du tribunal, mais j'enregistre sa décision avec satisfaction. Ce n'est que justice, hein. Après tout, il n'y avait pas lieu du tout à poursuite. Mais enfin, il y a eu poursuite, il y a eu jugement. Et pour une fois, j'ai inauguré le terme de relax. Je suis donc réputé innocent d'avoir voulu, je ne sais pas quel, introduire quelques pensées mauvaises dans la politique française. Non, non, ça va, pour l'instant. Il semblerait que la 17e chambre correctionnelle ait été plus douce avec vous que le bureau exécutif du Front National, qui avait ajouté cet épisode aux innombrables griefs qui ont motivé votre exclusion. Oui, il y avait le bureau exécutif et le tribunal exécutif. Voilà. C'est normal. Mais la 17e correctionnelle, c'est ascenseur pour l'échafaud. Normalement. Là, on entre innocent, on sort coupable. Plusieurs épisodes se produisent en ce moment qui tiennent à la politique d'immigration ou à la réalité de l'immigration qui vise la France. 1 millier de migrants qui se massent à Calais dans l'espoir de passer du côté de l'Angleterre, et puis une accumulation de migrants algériens en Espagne qui voudraient rentrer en France. Non, c'est 1 millier de gens sauvés dans la Manche pendant leur traversée. Ils ne sont pas à Calais en train d'attendre. C'est 1000 qui ont déjà tenté l'expérience et que nous sauvons pour les ramener chez nous. La frontière de France la mieux défendue, c'est celle du Nord, mais c'est celle de l'Angleterre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire concrètement dans cette situation? Oh, la situation de l'immigration exigerait une mobilisation générale et un changement d'une grande partie de notre législation, toute faite d'ouverture. Parce que ce qui se prépare, c'est un tsunami migratoire qui est consécutif à l'augmentation considérable de la population mondiale. Dans le cas précis de Calais, donc la frontière anglaise qui commence sur le territoire français, et s'il faut mettre un terme à cette situation, les accords du Touquet qui ont fixé cette règle, avec des Anglais qui d'ailleurs ne financent pas véritablement les efforts français pour faire respecter leurs frontières sur notre territoire. Ah après tout, qui défendent leurs frontières en Angleterre elle-même. Donc on laisse partir. Après tout, pourquoi pas? C'est un des moyens que nous avons, en tout cas, de nous faire entendre. Surtout que les Anglais ont quitté l'Union européenne et par conséquent l'espace Schengen. Donc ces règles-là ne s'appliquent plus à eux, ils sont redevenus totalement libres et indépendants. Absolument. Et sur la frontière espagnole, parce que là c'est un autre phénomène, ce sont des Algériens qui ont traversé l'Espagne, on parle de 10 000, et qui s'accumulent au bord de la frontière française avec l'espoir de passer, ou qui passent d'ailleurs en utilisant des passeurs qui connaissent d'autres chemins. Donc on est pris des deux côtés, là. Je crois qu'il faut faire face à ce problème, prendre un dispositif de guerre. Parce qu'il s'agit d'une véritable guerre. En tout cas, en ce qui touche ses conséquences, la submersion de la France serait pire que celle d'une armée étrangère, car l'armée étrangère, somme toute, quand elle y est, n'a qu'une envie, c'est de rentrer chez elle. Alors que là, il s'agit de gens qui viennent avec leur bébé dans les bras, n'est-ce pas, à tout risque, pour s'installer chez nous, voilà, à notre place. C'est le grand remplacement. Alors, une personne que vous aviez repérée l'année dernière au moment de sa libération, en échange de 200 djihadistes, il s'agit de cette personne qui a été libérée dans des conditions qui restent imprécises, au Mali, et dont on découvre qu'elle est retournée clandestinement au Mali, à tout risque, ce qui suscite la condamnation des autorités françaises, des autorités maliennes aussi. Qu'est-ce qu'il faut penser d'une situation comme ça? Non, c'est dérisoire. Pour mémoire, elle s'appelle Sophie Pétronin, voilà. Sophie Pétronin, oui. Après tout, elle donne une démonstration de l'impuissance des gouvernants à maîtriser ce phénomène de l'immigration, et que cette personne, qui a déclaré d'ailleurs préférer le Mali à la France, qu'on ne l'empêche pas de retourner au Mali, et on n'a aucune raison de la faire sortir de là au risque de faire mourir nos soldats. C'est absolument scandaleux, ça.
Bon, elle n'a pas la reconnaissance du ventre, et pour cause, puisque nous l'avons retirée du Mali qu'elle aime mieux que tout. Alors, elle aime le Mali, qu'elle y aille et qu'elle y reste. Vous aviez noté d'ailleurs, au moment de sa première libération, qu'elle portait ostensiblement son foulard islamique, oui, et qu'elle voulait marquer sa différence de ce point de vue-là. Tout à fait. Elle avait absolument voulu montrer sa sympathie pour la religion musulmane, et même son adhésion, son appartenance. Et par conséquent, il n'y avait aucune raison de se donner tout le mal que nous nous sommes donné pour essayer de la sortir du Mali, où elle semble vouloir, où elle est retournée, semble-t-il. Donc, clandestinement. Grand bien lui fasse. Donc on ne s'en occupe plus. Tout à fait. Quelle que soit la situation à venir, désormais. Ce n'est pas notre problème. Alors il semblerait que, on parlait d'autres relax tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a bénéficié d'une certaine souplesse de la justice dans le cadre de ce que l'on appelle les rodéos urbains. L'un des membres d'un groupe qui se surnomme les Dalton avait été pris en centre-ville de Lyon la semaine dernière, en train de procéder à un rodéo à tout risque pour la population et pour les forces de l'ordre. Il a été arrêté et jugé en comparution immédiate. Le parquet réclamait 8 mois de prison, dont 4 mois fermes et une lourde amende. Verdict, ou plus exactement jugement du tribunal, 8 mois de prison avec sursis et 100 € d'amende. Scandale des autorités policières et de beaucoup de monde qui considèrent que c'est un cadeau et que c'est pas comme ça qu'on arrêtera ces mécanismes. Et tout le monde sait qu'il y a une proportion de juges français qui sont des collabos de la subversion. 17%, je crois, votent pour le syndicat de la magistrature, lequel n'a pas fait mystère de ses volontés anarchistes. Alors il est certain que c'est quand on a le malheur, comme je l'ai eu moi, d'être jugé par des gens comme ça, on est sûr, nous, d'avoir le maximum, et les amis de la subversion, le minimum. C'est évident. Et c'est là qu'il y a une épuration à faire. Il n'y a aucune raison que ces juges n'aient pas à rendre compte de leurs comportements antinationaux, même s'ils sont couverts par leur statut de magistrat. Sont apparus sur plusieurs murs dans des cités des tags anti-police, dont certains proposent des primes pour quiconque abattrait un policier ou violerait une policière. Provocation ou bien une démarche sérieuse dont il faut se méfier concrètement? Je vais vous faire une confidence. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment réalisés de façon tellement parfaite qu'il me semblait peu probable que ce soit de simples militants qui les aient écrits. La signature me paraissait très professionnelle. Et de là à penser que ce pourrait être une autre origine que celle qui est présentée, ça ne m'étonnerait pas. Qu'il y aurait une volonté, dans quel sens, je ne sais pas, d'aggraver la situation des policiers et la crainte légitime qu'ils peuvent ressentir d'être l'objet, eux ou leur famille, des représailles de l'adversaire. Il y a tout de même des précédents, puisqu'on se souvient de ce couple de policiers assassinés chez eux. C'est arrivé, donc c'est pris tout de même au sérieux, de manière légitime. Bien sûr. Mais la police a de sérieuses raisons de douter de l'appui ferme de l'État à son endroit. Et comme son nombre est insuffisant, n'oublions pas tout de même que c'est Sarko qui en a, je crois, licencié 13 000, à un moment où, semble-t-il, on pouvait prévoir quand même qu'on aurait un besoin important d'une présence policière, en particulier dans les cités, dans ces cités qui deviennent de véritables enclaves étrangères que nous ne contrôlons plus. À la vérité, disons le mot, ce sont des territoires étrangers qui sont en quelque sorte exclus du contrôle policier, judiciaire et politique de la France. Ce sont des métastases. Avec votre expérience, 50 années de politique extrêmement active, peut-être même quelques années de plus, quelle relation avez-vous eue avec les sondages, dont on voit bien aujourd'hui les instituts de sondage et la publication des sondages qui sont en train de marquer profondément la pré-campagne présidentielle et déclenchent toutes sortes de réactions. Comment la crédibilité des sondages? Quelle idée vous aviez à ce sujet? Les sondages, c'est comme la langue des hommes, c'est la meilleure et la pire chose du monde.
il est certain que c'est intéressant de savoir quelle est l'évolution de l'opinion au cours de la campagne présidentielle. C'est peut-être une indication importante, à condition qu'il soit juste, à condition qu'il soit honnête. Et là, on peut douter à la fois de la capacité des sondeurs de trouver la vérité et plus encore peut-être de la dire. Car on voit bien que ces sondages, par leur publication répétée, exercent une véritable influence. Alors, par exemple, le journal Ouest France a décidé de n'en publier aucun jusqu'à l'élection, en considérant que c'était de la manipulation, et que ça faussait le jugement de l'opinion. Alors si c'était un grand journal qui en fait l'aveu, par conséquent, je crois qu'on peut être pour une fois d'accord avec lui. Alors il y a une affaire des sondages dont on parle, on est toujours sur ce même sujet, c'est la comparution de l'ancien président Sarkozy devant un tribunal, alors qu'il a refusé de répondre, arguant de son inviolabilité due à la fonction présidentielle. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette situation où on l'a menacé d'un mandat d'amener s'il ne se présentait pas devant les juges? Oui, je trouve quand même que c'est une dégradation de l'image du président de la République ou de l'ancien président de la République. Et c'est une démarche qui me paraît suspecte et qui contribue à la désintégration de la considération qui est due aux institutions et aux gens qui la représentent. Il me paraît qu'il y a quand même dans ce domaine-là aussi des règles de ce que j'appellerais la politesse politique qui pourraient être respectées. Je crois que vous êtes abonné Netflix, ça n'est pas un mystère, vous regardez des séries. Oui, certes. Alors on apprend que les séries, qu'elles soient françaises ou étrangères, ont tellement de succès, mais parlons de la France, qu'on ne trouve plus un nombre suffisant de techniciens pour pouvoir assumer tous les tournages qui sont projetés. Je voulais vous poser une question sur ces séries. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au-delà de la distraction, il y a autre chose, autrement dit une influence que les séries exerceraient sur la pensée publique avec des arrière-pensées politiques? Mais bien sûr, mais toute production intellectuelle a des conséquences. Quand elles sont orientées systématiquement, on peut tout de même se douter qu'il y a derrière des gens qui tirent les ficelles. Et que ce moyen soit utilisé, qui est très moderne, et dont on ne connaît pas bien les contre-feux, en quelque sorte, soit utilisé actuellement, ça ne me paraît pas étonnant. Et j'ai pour ma part la plus grande réserve à l'égard de ces sources d'information. Même si vous en êtes consommateur pour des raisons de distraction? Bien sûr, mais ça ne m'empêche pas de savoir que le film que je suis en train de regarder a une volonté secrète, souterraine, d'essayer de m'influencer. En ce qui me concerne, c'est raté, mais pour la plupart des gens, c'est probablement réussi. Dans votre cas, c'est le peine perdue, en quelque sorte. Oui, absolument. C'est ça. Quelques lectures cette semaine consacrées, pour une fois, à des revues et non pas à des livres. Alors, tout d'abord, lecture française. Une lecture française avec un article très intéressant sur le déclin de la France, qui est un article qui mérite la lecture, et beaucoup les autres aussi, mais là, malheureusement, c'est le temps qui nous manque, parce qu'il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres. En voilà une autre. Livre arbitre, alors évidemment, consacré à la Bretagne. Alors ça, c'est une revue littéraire, passionnante, je dois dire, elle aussi, mais encore une fois, c'est le temps qui manque le plus pour pouvoir déguster ces différentes études, toutes plus intéressantes les unes que les autres, et qui font état d'ailleurs d'une floraison de la production française, de la production intellectuelle et politique, parce que tout est politique. Alors évidemment, le fait que ce soit centré sur la Bretagne me l'a rendu particulièrement sympathique, et je m'y suis attaché à regarder. D'abord, je regarde les images, comme les enfants. Nous avions parlé il y a quelques semaines du Nouveau Conservateur, la revue qu'édite Paul-Marie Couteau, que vous aviez salué pour l'effort intellectuel que ça représente et le dynamisme que cela représente. Et puis alors, Synthèse nationale, sous la direction de Franck Bulot, pourquoi Éric Zemmour, la droite nationale à l'heure du choix? Oui, alors je pense que les livres consacrés à Zemmour ne vont pas manquer. Mais il est intéressant que Synthèse, qui est une revue particulièrement remarquable, ait consacré un livre
de monsieur... Non, il s'appelle Monsieur Pourquoi. C'est probablement un surnom. Mais c'est Franck Bulot qui a organisé cela, sous la direction évidemment de Roland Hélie. C'est la collection qui s'appelle Pourquoi. Voilà, c'est la collection. Je crois que c'était l'auteur. Non. La droite nationale, à l'heure du choix, elle n'y est pas encore tout à fait, parce que il coulera de l'eau sous les ponts avant la campagne présidentielle. Mais c'est un des éléments qui montre l'intérêt considérable que portent les journalistes et l'édition en général au phénomène électoral qui vient et qui sera déterminant de notre avenir. Merci Jean-Marie Le Pen. Merci. À la semaine prochaine. Bientôt.